Il m'a fait croire que mes pensées m'appartenaient alors qu'elles venaient de lui. Mes parents m'ont raconté cette histoire à de nombreuses reprises au cours de ma vie et, à chaque fois, les détails étaient identiques. Mon père, ma mère et mon frère aîné l'ont vécu ensemble et tous trois en parlent avec la même précision. Ce n'est pas une anecdote qu'ils inventent pour amuser, c'est un souvenir qui les a marqués profondément et qu'ils n'ont partagé qu'avec très peu de personnes. On sent leur peur encore intacte chaque fois qu'ils en parlent. C'était durant l'été 1990. Ma mère avait 31 ans, mon père 35 et mon frère 15. Tous trois avaient assisté à un concert d'Aerosmith dans l'Ohio. Après le spectacle, ils faisaient partie de la foule immense qui se dirigeait vers le parking. Ils marchaient tranquillement, entourés de centaines de personnes, et se tenaient sur le trottoir, prêts à traverser la rue. C'est à ce moment qu'ils aperçurent deux silhouettes vêtues de capuchons sombres, postées de l'autre côté de la chaussée. Mon père a toujours précisé ce détail, le temps que son pied quitte le trottoir pour se poser sur la route, les deux figures s'étaient déjà matérialisées devant eux. Elles semblaient flotter, glissant au-dessus du sol sans jamais poser de pas, comme si elles s'étaient déplacées d'un côté à l'autre de la rue en une fraction de seconde. Le souvenir suivant est encore plus étrange. Ils n'étaient plus dans la foule. Ils se sont retrouvés seuls, dans un endroit légèrement différent, debout les bras tendus à angle droit, paumes ouvertes vers le ciel. Tous deux se rappellent très distinctement les picotements dans leurs mains et leurs avant-bras, comme si une énergie invisible avait traversé leur corps. Ils ont fini par rejoindre la voiture et, chose incompréhensible, le vaste parking était désert. Il n'y avait plus personne, aucun véhicule, seulement le leur. Mon frère, lui, les attendait assis sur le pare-choc. Lorsqu'ils lui demandèrent depuis combien de temps il patientait, il leur répondit qu'il était là depuis environ 2 heures. 2 heures pendant lesquelles il ne les avait pas vus. Il expliqua qu'ils marchaient ensemble dans la foule, puis qu'en se retournant il s'était aperçu qu'ils avaient disparu. Ne les trouvant nulle part, il avait simplement décidé de retourner à la voiture et d'attendre. Mes parents, eux, n'ont aucun souvenir de ce qu'il s'est passé pendant ces 2 heures effacées. C'est comme si le temps s'était contracté. Ils étaient dans la foule, puis ils se sont retrouvés seuls, déplacés, leurs corps engourdis, et la foule avait disparu. 2 semaines après cet événement, ma mère découvrit qu'elle était enceinte de moi. Pour elle et pour mon père, ce n'est pas une coïncidence. Ils ont toujours pensé que ces êtres les avaient approchés pour une raison bien précise, et que ma naissance faisait partie de cette rencontre. Pour ma part, je n'ai jamais connu d'expérience inexpliquée comme celle-ci. Mais j'ai toujours cru à leur récit. Mes parents ne sont pas du genre à inventer des histoires et ils n'ont jamais montré le moindre signe de folie. Ils ont la certitude d'avoir rencontré quelque chose de non humain. Ils sont persuadés qu'il s'agissait d'êtres extraterrestres. Moi, je pense que leur expérience était bien réelle, même si je ne peux affirmer avec certitude que l'explication se trouve dans le domaine extraterrestre. Mais je ne peux pas non plus l'exclure. Ce qui me trouble le plus, c'est que tout cela s'est produit dans un contexte où des centaines de personnes circulaient. Et pourtant, seuls eux semblent avoir été témoins de cette apparition et de cette disparition. Personne d'autre n'a rien remarqué, ou du moins personne ne s'est jamais manifesté. Depuis, je me demande souvent si d'autres ont vécu des expériences similaires, et s'ils ont trouvé une explication à ce genre de phénomène. Il y a environ 6 ans, j'ai vécu une expérience d'abduction que je n'ai jamais racontée à personne. En réalité, ce n'était pas la seule. J'ai le souvenir d'en avoir subi de nombreuses, depuis aussi loin que je puisse me rappeler. La toute première fois, je me souviens avoir vu des lumières très vives dans le ciel, au-dessus du jardin. J'ai ressenti une forte impulsion de sortir, et quand je l'ai fait, ils m'ont emmené. Depuis, ils reviennent régulièrement. Parfois, ils venaient me chercher, parfois ils m'appelaient et je n'avais pas d'autre choix que de les suivre. Une seule fois, vers l'âge de 6 ans, j'ai essayé d'en parler à mes parents. Les grilles m'avaient ramené dans le salon au lieu de ma chambre. J'ai expliqué ce qui s'était passé, mais ils m'ont dit que je regardais trop de films et de jeux de science-fiction.
On m'a grondé pour avoir inventé des histoires. C'est la seule fois où j'ai tenté de me confier. Plus tard, quand j'ai eu mon propre appartement, j'ai dormi pendant des mois avec un 9 mm sous mon oreiller. Mais chaque fois qu'il venait, j'étais paralysé, incapable de m'en servir. Installer des caméras n'a rien donné non plus. Au matin, les bandes étaient toujours vierges, comme si elles n'avaient jamais été enclenchées. Finalement, la peur a fini par disparaître. Je me suis résigné à l'idée que certaines nuits, je serais arraché de ma chambre. Une nuit de juillet 2001, j'ai de nouveau été enlevé. Tout paraissait habituel. La lumière a rempli mes yeux, et quand elle s'est dissipée, j'étais sur la table, comme toujours. Les grilles plantaient d'ordinaire des dizaines d'aiguilles fines dans ma poitrine, mon ventre, mon cou. Parfois, ils inséraient un tube dans ma gorge ou dans mon oreille, ce qui était très douloureux. Cette fois-là, c'était dans ma gorge. Mais alors qu'ils préparaient la machine, plusieurs grilles se sont précipités depuis une autre pièce, ont parlé rapidement à ceux qui m'entouraient, et tous ont quitté la salle en courant. Peu après, j'ai senti le sol trembler et entendu une explosion, suivie de tirs d'armes. Puis, une silhouette imposante, casquée et armée, est entrée. Quand elle a retiré son masque, j'ai vu un visage canin, recouvert d'une courte fourrure bleue, avec des yeux orange éclatants. La vision m'a glacé le sang, encore plus que mes expériences habituelles. La créature a touché les instruments des grilles et soudain, je pouvais à nouveau bouger. Elle s'est approchée doucement, m'a aidé à m'asseoir et, en anglais clair, m'a demandé si j'allais bien. Sa voix était féminine. Je l'ai perçue comme une femme. Elle s'est présentée sous le nom de Boudica. Elle m'a aidé à sortir de la pièce. Dans les couloirs, il y avait des cadavres de grilles, parfois en morceaux. Leur chair laissait apparaître des circuits, des câbles et des mécanismes. D'autres créatures, semblables à Boudica ou complètement différentes, occupaient les postes de contrôle. Elle m'a expliqué que les grilles n'étaient pas une espèce indépendante, mais une forme de vie cybernétique créée par sa race et une trentaine d'autres civilisations ralliées, de l'autre côté de la Voie lactée. Ces races avaient formé une union il y a des siècles pour explorer l'univers et rencontrer de nouvelles espèces. Les grilles avaient été conçus comme éclaireurs, petits, frêles, au visage jugé non menaçant. Mais ils avaient dévié de leur mission, enlevant et expérimentant sans fin sur les humains. Dans une grande salle, un être immense, haut de plus de 2,50 m, au visage reptilien entouré d'une crête rouge de plumes, m'a demandé depuis combien de temps les grilles me prenaient. J'ai répondu, 15 ans. Il s'est excusé de toutes les souffrances que j'avais subies, et m'a assuré que cela n'arriverait plus. Avant de me renvoyer, Boudica m'a expliqué qu'il ne maîtrisait pas totalement la technologie des grilles pour téléporter les gens. Il devait donc m'endormir pour me ramener chez moi. Elle a agité devant mon visage un long instrument, et je me suis éteint. Depuis cette nuit, plus de 6 années se sont écoulées sans une seule abduction. J'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Selon moi, les grilles étaient initialement des éclaireurs conçus pour l'exploration, mais ils ont échoué et se sont mis à agir de manière incontrôlable. L'union alien qui les a créés les pourchasse désormais pour les détruire. J'en suis venu à croire qu'une fois cette menace éliminée, ils pourraient enfin se révéler à l'humanité et nous intégrer à leur communauté galactique. C'est la seule expérience paranormale que j'ai vécue, du moins la seule dont je me souvienne. Cela remonte à de nombreuses années, j'avais 8 ans à l'époque. Comme souvent, je me suis réveillé au milieu de la nuit sans raison particulière. Je me suis tourné dans mon lit pour me réinstaller plus confortablement et, en ouvrant les yeux, j'ai vu une silhouette. C'était une forme humaine, mais enveloppée d'une longue robe noire qui recouvrait entièrement son corps. Un capuchon tombait sur sa tête et descendait jusqu'à ses pieds. Je me rappelle encore qu'un cordon entourait ce capuchon. Au moment même où mes yeux se sont posés sur cet être, j'ai su qu'il était réel. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, et surtout ce n'était pas une personne de ma maison. Je n'avais pas encore les mots pour exprimer ce que je ressentais, mais je savais d'instinct que cette présence ne m'appartenait pas, qu'elle n'était pas née de mon imagination. La peur m'a traversé d'un seul coup, intense et brutal. Sans réfléchir, j'ai tiré mes couvertures et je les ai rabattues sur ma tête.
Je me suis recroquevillé en position fétale, les yeux fermés, en me convainquant que tant que je restais sous mes draps, rien ne pouvait m'atteindre. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. J'avais peur de respirer trop fort, peur de faire un geste qui pourrait attirer son attention. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester immobile, essayer de calmer mes pensées et attendre que cette présence disparaisse. Je ne sais pas combien de temps j'ai gardé mes couvertures sur moi. Pour un enfant, même quelques minutes paraissent interminables. Finalement, l'épuisement a pris le dessus et j'ai fini par m'endormir. Au matin, il n'y avait plus rien, comme si la nuit n'avait rien contenu d'étrange. Pourtant je savais que ce que j'avais vu ne pouvait être confondu avec un simple cauchemar. Je n'ai jamais revécu une expérience de ce genre. Aucune autre vision, aucun autre phénomène inexpliqué n'est venu troubler mes nuits par la suite. Mais ce souvenir est resté gravé, si vif qu'il ne s'est jamais effacé. Je n'en ai jamais parlé en grandissant, persuadé que personne ne me croirait et que l'on me traiterait de fou. Alors je l'ai gardé pour moi, comme un secret silencieux, un moment de ma vie que je n'ai jamais su expliquer, mais qui reste présent comme une marque invisible au fond de ma mémoire. La vérité, c'est que nous ne savons pas vraiment pourquoi ces êtres procéderaient à des abductions et autres expériences. Plusieurs théories ont émergé au fil des années, et voici les principales dont je me souviens. Certains pensent que ces entités cherchent à collecter l'ADN humain pour créer des hybrides entre les extraterrestres gris et les humains. L'histoire raconte qu'à un certain moment, les gris auraient tellement modifié leur propre ADN, pour une raison inconnue ou peut-être à cause d'une guerre, qu'ils auraient perdu la capacité de se reproduire naturellement. Pour se multiplier, ils seraient contraints de se cloner. Leur objectif serait donc de fusionner leur ADN avec le nôtre afin de retrouver la faculté de reproduction naturelle. D'autres croient qu'ils fabriquent des hybrides humanoïdes presque indiscernables des humains, afin de s'installer parmi nous et de prendre progressivement le contrôle de la Terre, sans que personne ne s'en aperçoive. Une sorte de guerre silencieuse, sans effusion de sang. Ces hybrides auraient l'apparence humaine parfaite, mais disposeraient de capacités psychiques accrues leur permettant d'influencer les humains autour d'eux. Certaines histoires racontent toutefois que ces hybrides se révèlent parfois rebelles, ce qui poserait des problèmes aux gris. Une autre théorie suggère que les gris ne seraient pas des êtres biologiques au sens où nous l'entendons, mais des sortes de robots biologiques. Dépourvus d'âme, ils chercheraient à étudier les formes de vie de la Terre afin de comprendre et de reproduire ce qu'est l'esprit ou l'âme. En réussissant, ils pourraient échapper à l'entropie et à la mort. C'est en quelque sorte le même principe que les réplicateurs dans la série Stargate SG-1, sauf qu'il s'agirait des gris au lieu de machines. Ils auraient survécu à la disparition des êtres qui les ont créés et tenteraient désormais de se donner une âme. Il existe aussi une croyance plus controversée, selon laquelle les gris, les reptiliens et les êtres insectoïdes utiliseraient la Terre comme une ferme ou une prison. Nos émotions, douleur, joie, tristesse, amour, produiraient une substance appelée le louche, dont ces entités se nourriraient. Pour continuer à l'exploiter, elles maintiendraient nos âmes prisonnières d'un cycle de mort et de réincarnation. À chaque décès, elles nous inciteraient à marcher vers la lumière, puis effaceraient nos souvenirs avant de nous renvoyer dans un nouveau corps. Tant que l'âme reste prisonnière de ce cycle, elles peuvent récolter cette énergie. Mais une fois que l'âme atteint un état d'illumination, elle échappe à cette exploitation et quitte définitivement la ferme. Pour ma part, je pense qu'il n'existe pas une seule espèce qui nous rend visite, mais plusieurs. Certaines pourraient chercher à nous aider, d'autres à nous étudier, et d'autres encore à prélever des échantillons de formes de vie pour les reproduire ailleurs, peut-être comme ressources alimentaires. Mon père m'a raconté une expérience étrange qu'il avait vécue lorsqu'il était enfant, à l'âge de l'école primaire. Il est né en 1940 et, une nuit, alors qu'il était allongé dans son lit, les rideaux de sa chambre avaient été laissés entr'ouverts. C'est à travers cette ouverture qu'il vit ce qui ressemblait à un vieil homme en train de l'observer depuis l'extérieur. Il se souvient très bien de son visage marqué de rides profondes. Pourtant, même si sa ville, dans le sud de la Floride, était connue pour être une destination où s'installaient de nombreux retraités, et même si les rues étaient remplies de personnes âgées, il savait au fond de lui que ce n'était pas un simple vieil homme.
L'expression de ce visage, l'exagération des plis et des rides, tout paraissait trop accentué, trop irréel pour être humain. C'était comme si ces marques avaient quelque chose d'anormal, presque monstrueux, au point qu'il n'arrivait pas à se convaincre qu'il s'agissait d'une personne ordinaire. Pendant des années, il mit ce souvenir de côté. Puis, plusieurs décennies plus tard, en regardant une émission télévisée consacrée au paranormal, il vit un segment qui parlait d'être connu sous le nom de visage ridé. Cette émission réveilla immédiatement sa mémoire d'enfant. Tout lui revint d'un coup, l'image figée à la fenêtre, ce regard qui le fixait et cette impression dérangeante que ce n'était pas humain. Il existe aussi ces livres publiés par Time Life dans les années 70, qui traitaient de phénomènes étranges et de mystères non résolus. Dans l'un de ces volumes, il y avait un court passage mentionnant une créature au visage ridé, accompagné d'un simple dessin en ligne représentant cette face inhabituelle. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à retrouver cet exemplaire précis. J'ai cherché sur Internet à plusieurs reprises, en espérant retrouver l'image qui correspondrait à ce souvenir. Mon neveu se rappelait clairement avoir vu ce dessin dans le livre, mais malgré mes recherches je n'ai jamais retrouvé l'illustration exacte. Je n'ai croisé que quelques images éparses qui pourraient s'en rapprocher, mais rien de vraiment convaincant. Et je me demande encore aujourd'hui si d'autres personnes ont entendu parler de ces êtres au visage ridé. Est-ce seulement une légende rapportée ici et là, ou bien existe-t-il d'autres témoignages similaires, assez précis pour correspondre à ce que mon père avait vu à travers la fenêtre cette nuit-là? Avant ma naissance, ma mère rêvait souvent d'extraterrestres. Plus précisément, elle rêvait la plupart du temps de leur vaisseau. Après ma naissance, ses rêves ont changé, elle voyait les extraterrestres vouloir m'emmener. Elle était toujours bouleversée dans ses songes, mais les personnes autour d'elle lui répétaient que c'était normal, qu'il fallait que je parte. Quelques années plus tard, quand j'avais environ 12 ans, ma mère s'est réveillée en pleine nuit, incapable de se rendormir. Elle est allée à la fenêtre et a regardé dehors. Je n'étais pas présent, donc je ne peux pas confirmer, mais elle m'a raconté qu'elle avait vu une lumière dans le ciel qui se déplaçait d'un côté à l'autre, sans aucun bruit. Puis cette lumière est restée immobile, planant au-dessus de la maison d'en face. Elle dit que cela a duré assez longtemps pour qu'elle ait le temps de réveiller mon beau-père afin qu'il vienne voir lui aussi. Il a reconnu l'avoir observé, mais n'a jamais voulu en reparler par la suite. Il était du genre terre à accent grave terre, très sceptique. Finalement, la lumière est partie à toute vitesse vers le ciel et a disparu. Peut-être que ce n'était rien, mais le doute reste. Quelques années plus tard, j'ai fait mon premier rêve lié aux extraterrestres dont je me souviens clairement. J'étais chez mon grand-père, dans une clairière, à fixer le ciel nocturne comme si j'attendais quelque chose. Puis le ciel est devenu violet et un immense vaisseau est apparu au-dessus de la clairière. Il était noir, avec des lumières qui brillaient depuis des fenêtres tout autour. J'ai couru vers ma voiture et le rêve s'est arrêté. Environ un an plus tard, je me suis réveillé avec 2 triangles parfaitement découpés dans mes draps. C'étaient de nouveaux draps en flanelle que j'avais reçus à Noël. Je les ai toujours conservés parce que ça m'a profondément troublé. Peut-être qu'il s'agissait simplement d'un défaut de fabrication qui s'était déchiré de cette manière, mais l'étrangeté m'a marqué. Surtout lorsque j'ai appris plus tard que beaucoup de personnes disent avoir découvert des marques triangulaires sur leur corps après une supposée abduction. Le rêve le plus étrange est arrivé vers mes 19 ou 20 ans. Je marchais dans le centre-ville quand, soudain, je me suis élevé dans les airs et tout mon corps s'est mis à vibrer comme dans un dessin animé où un personnage se fait électrocuter. J'ai volé ainsi un certain temps, puis je me suis retrouvé sur le porche de ma maison. Je criais, mais aucun son ne sortait. J'ai baissé les yeux vers ma main et j'y ai vu un morceau de métal avec des fils plantés. Je les ai arrachés et le rêve s'est terminé. Pourtant, même si ce rêve ne montrait pas directement d'extraterrestres, je me suis réveillé avec la certitude que c'était lié à eux. Cela avait été si réel que j'avais eu l'impression d'être conscient tout au long du rêve. Le dernier événement étrange est survenu il y a environ 3 ans. Ma mère avait commencé à fréquenter un homme. Une nuit, au cours d'une conversation, il lui a dit « Je crois savoir quelle est l'une de tes peurs ». Ma mère a demandé laquelle et il a répondu
tu as peur que ta fille soit enlevée par des extraterrestres. Ma mère en a été bouleversée et il a ajouté, ne sois pas inquiète, il la ramène toujours, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, ma mère ne m'a jamais révélé toute la conversation. Voilà donc mon histoire. Tout cela pourrait s'expliquer par une imagination trop fertile et par le fait que j'ai grandi dans un environnement ouvert à l'idée d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers. Cela pourrait n'être qu'une succession de rêves, mais le sentiment qui les accompagnait semblait bien plus concret. Comme si une partie de moi savait qu'il y avait autre chose derrière. Je me demande si certains ont vécu une expérience semblable ou si vous pensez que tout cela n'est qu'un tas de bêtises. C'était aux alentours de 2006 ou 2007, je ne me souviens plus exactement, j'avais entre 17 et 18 ans. Avec 3 de mes amis, nous avions décidé de passer la nuit dans le désert d'Adelanto en Californie. L'un d'eux vivait dans une caravane perdue au milieu de nulle part, ce qui nous convenait parfaitement puisque nous étions là pour faire la fête et profiter de la nuit. Au cours de la soirée, quelque chose s'est mal passé et je me suis énervé. Sans réfléchir, je suis sorti en claquant la porte et je me suis éloigné de la caravane. J'ai marché peut-être 5 minutes dans le noir quand, soudain, j'ai senti les poils de ma nuque se hérisser. C'était une réaction instinctive, incontrôlable, et je ne comprenais pas pourquoi mon corps réagissait de cette manière. Je me suis figé sur place et, à ce moment précis, le silence s'est abattu sur le désert. Plus de criquets, plus de hiboux, plus aucun bruit de vie, comme si tout s'était arrêté en même temps que moi. J'ai tourné la tête et, sur ma gauche, j'ai aperçu une silhouette d'au moins 1,80 m qui se déplaçait rapidement entre 2 immenses cactus. La panique m'a aussitôt envahi et je me suis mis à courir aussi vite que possible, convaincu qu'une chose me poursuivait. J'ai traversé le sable en trébuchant presque, le souffle court, et j'ai atteint la caravane où j'ai claqué la porte derrière moi en hurlant. Je tremblais en essayant d'expliquer à mes amis ce que je venais de voir, les mots se bousculaient, mais eux éclataient de rire en pensant que j'étais fou ou que j'avais trop bu. Leur sourire s'est effacé d'un seul coup lorsque nous avons entendu un son qui venait de l'extérieur. Quelque chose raclait le long de la paroi métallique de la caravane, un bruit sec et prolongé qui ressemblait à des griffes glissant sur le métal. Nous nous sommes figés, le cœur battant, incapables de bouger. Plus personne ne parlait, plus personne ne riait. Nous avons fini par nous regrouper et passer le reste de la nuit à surveiller chaque porte et chaque fenêtre, dans la peur que la chose tente d'entrer. Au matin, personne n'a voulu revenir sur ce qui s'était passé. Je viens du Queens, à New York, et il y a quelques nuits, il m'est arrivé quelque chose de vraiment étrange. J'étais dehors, sur mon porche, en train de regarder les étoiles quand un phénomène très particulier s'est produit. Au départ, je fixais simplement la ceinture d'Orion, visible du côté ouest du ciel, puis soudain les étoiles ont disparu. Toutes. Comme si un nuage ou quelque chose passait bas au-dessus de ma maison ou du quartier. À ce moment-là, l'idée des extraterrestres m'a traversé l'esprit. Des images d'aliens ont envahi ma tête, je me suis mis à imaginer l'intérieur d'un vaisseau et ses pilotes. Ils avaient une apparence très humaine, avec une peau blanche, des cheveux blonds, de grands yeux verts et une beauté frappante. Je ne comprenais pas pourquoi je voyais cela, car je n'avais jamais pensé à des extraterrestres sous cette forme. Je n'ai pas pris ça au sérieux, alors j'ai détourné mon regard du ciel et je suis allé au deli au coin de ma rue pour acheter un soda et un sandwich. Je n'avais pas encore décidé lequel, je me souvenais juste que je ne voulais pas de dinde puisque j'en avais déjà mangé plus tôt. Je pensais peut-être prendre un choped cheese. J'étais seul, je réfléchissais uniquement dans ma tête, c'est ce qui rend cette histoire encore plus étrange pour moi. Avant de fermer la porte derrière moi, j'ai levé les yeux une dernière fois vers le ciel et il n'y avait toujours pas d'étoiles. Alors je me suis dit intérieurement que si c'était vraiment des extraterrestres, ils devraient me donner une preuve. Le deli est littéralement à 1 minute de marche de chez moi. Pourtant, aussitôt après avoir formulé cette pensée, je me suis retrouvé à l'intérieur du magasin, comme si j'avais été téléporté, alors que je venais à peine de sortir de chez moi. J'étais complètement confus, parce que je savais pertinemment que je n'avais même pas traversé la rue. Mon comportement étrange a attiré l'attention des propriétaires, qui me connaissent bien.
Ils m'ont demandé ce qui n'allait pas et je leur ai demandé si je venais vraiment d'entrer dans le magasin. Ils m'ont répondu que j'étais arrivé 10 minutes plus tôt, que j'avais commandé un chopet cheese, puis que j'étais ressorti. Je n'avais aucun souvenir de ça. Je leur ai demandé à voir les enregistrements de la caméra de sécurité. Comme il était tard et que les propriétaires sont de bons amis, ils ont accepté. Quand ils ont remonté les images, j'ai pris peur. On me voyait entrer, aller directement au comptoir et passer commande. Ce qui était bizarre, c'est que d'habitude, je donne mon ordre directement au cuisinier, pas de cette manière. Puis je ressortais et je revenais environ 9 minutes plus tard. Cette fois-là, une femme est entrée juste derrière moi pour acheter des cigarettes. Elle était grande, blonde, blanche, très belle. Sur la vidéo, elle paraissait presque irréelle, parfaite. Elle ne m'a jamais regardé, elle a juste acheté ses cigarettes et est partie en voiture. Le plus troublant, c'est que le propriétaire du deli n'arrêtait pas de répéter qu'elle était sale, uniquement parce qu'elle achetait des cigarettes. Il semblait la juger comme une droguée, mais sur la vidéo elle paraissait normale, bien habillée, élégante. Ça m'a paru étrange qu'il insiste à ce point. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait déposé là, qu'il s'était passé un échange ou qu'elle m'avait montré quelque chose, car je ressentais un besoin intense de la défendre, encore maintenant. Sur la caméra, j'ai remarqué un tatouage de papillon sur son bras, un détail qui m'a marqué immédiatement. Le propriétaire m'a dit qu'il ne la connaissait pas et ne l'avait jamais vue auparavant. Dans mon quartier du Queens, il y a très peu de personnes blanches qui vivent ici, alors sa présence paraissait inhabituelle, presque déplacée. J'avais probablement 5 ou 6 ans. Nous vivions dans l'État de Washington, près de la base navale de Bangor. Aujourd'hui j'ai 29 ans et pourtant ce souvenir est resté aussi vif que le jour où il s'est produit. C'était la nuit, je ne sais pas exactement l'heure, toute la maison dormait et j'étais le seul encore éveillé dans mon lit. Je me tournais et retournais sans trouver le sommeil. À un moment je me suis roulé sur le côté, comme je le faisais souvent pour m'endormir, et mon regard s'est posé directement sur la porte de ma chambre. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Dans l'embrasure se tenait un être gris, petit, à la silhouette fine et immobile. La peur m'a aussitôt cloué sur place. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais même plus respirer normalement. Mon corps refusait de m'obéir. Après quelques secondes, j'ai réussi à rassembler assez de courage pour tirer ma couverture sur moi. Mais c'était une couverture que ma grand-mère avait tricotée à la main, avec des mailles larges et pleines de petits trous. Je me croyais protégé mais je pouvais encore voir à travers les interstices et, pire encore, la créature pouvait sûrement me voir moi aussi. Je me sentais ridicule, allongé là, tremblant sous ce tissu ajouré, mais je n'avais aucune autre solution. Puis tout a basculé. Sans que je comprenne comment, je me suis retrouvé allongé sur le dos à fixer le plafond. Comme si j'avais cligné des yeux et que, dans ce court instant, on m'avait déplacé. Je ne me souvenais pas d'avoir bougé, je n'avais senti aucune transition, seulement ce saut incompréhensible entre deux positions. Le souvenir s'arrête là, mais la sensation est restée gravée, cette impression étrange qu'on avait joué avec moi sans que je puisse m'en défendre. Le 11 septembre 2018, un trajet ordinaire sur l'autoroute US 23 près de Whitmore Lake, dans le Michigan, s'est transformé en l'une des expériences les plus déroutantes de ma vie. Mon voyage a pris une tournure inexplicable lorsque j'ai perdu toute notion du temps et que je me suis retrouvé 40 miles plus loin que ma sortie prévue, sur le pont de Zilwaukee. Mais la partie la plus extraordinaire de cette expérience a commencé lorsque j'ai compris que j'avais acquis de nouvelles facultés presque psychiques, accompagnées de souvenirs flous d'une rencontre d'un autre monde. J'ai suivi une séance d'hypnose régressive afin de retrouver les détails de ce qui s'était passé pendant ce temps manquant. Les souvenirs revenus à la surface étaient vifs et remplis d'images de technologies si avancées qu'elles semblaient dépasser le domaine de l'invention humaine. À bord de l'engin extraterrestre, j'ai été présenté à différentes formes de vie. Il y avait des êtres humanoïdes, très semblables aux humains, qui dégageaient une autorité calme. À leur côté se trouvaient de petites entités, des grilles d'environ 1 mètre de haut, aux grands yeux noirs pénétrants qui semblaient lire à travers moi.
Ils se déplaçaient avec précision et efficacité, et leurs interactions laissaient deviner une hiérarchie bien définie. La technologie d'interface neuronale qu'il utilisait était sans doute la plus frappante. L'appareil ressemblait à un réseau de fils fins que l'on posait sur la tête. Une fois activé, il s'accordait avec mes ondes cérébrales et créait un accès direct à mes pensées. Il pouvait extraire des souvenirs et des émotions, les manipuler et même en implanter de nouveaux. L'expérience était profondément intrusive mais réalisée avec une telle précision qu'elle paraissait presque naturelle, brouillant la frontière entre mes pensées réelles et celles qui m'étaient imposées. Leurs instruments chirurgicaux étaient tout aussi impressionnants. Ils fonctionnaient à une échelle microscopique, capables de réaliser des incisions et des modifications sans laisser la moindre trace physique. Leur précision était stupéfiante, comme si chaque structure moléculaire était connue et parfaitement maîtrisée. Cette technologie leur permettait d'effectuer des examens médicaux complexes et totalement indolores, qui ne laissaient aucune cicatrice ni marque sur le corps après coup. J'ai également été témoin d'une forme de technologie de suspension bioénergétique. L'appareil enveloppait les individus dans un champ d'énergie douce et lumineuse qui semblait les maintenir dans un état d'animation suspendu. Dans ce champ, le temps et les fonctions biologiques ralentissaient considérablement, permettant aux êtres de mener de longues procédures sans se soucier du vieillissement ou de la décomposition. La finalité de ces technologies avancées demeure un mystère, bien qu'elles paraissent liées à des activités de recherche et peut-être à une forme de gestion cosmique. L'alliance entre la discrétion presque humaine des humanoïdes et l'efficacité froide des grilles suggérait un projet complexe, traversant des limites éthiques selon nos standards. En repensant à ces rencontres, je reste partagé entre admiration et appréhension. Les merveilles technologiques auxquelles j'ai assisté témoignent d'une civilisation bien au-delà de notre compréhension actuelle, capable d'accomplir de grandes choses mais aussi de profondes manipulations. La question de leurs véritables intentions, qu'elles soient bienveillantes, indifférentes ou malveillantes, continue de me hanter, tout comme la transformation que j'ai subie. Cette expérience a irrévocablement changé ma perception de notre place dans le cosmos, révélant des possibilités et des dangers bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai été sans abri de 1998 à 2004. J'ai vécu dans les bois, dans plusieurs endroits différents de l'État de Washington. J'avais été scout quand j'étais plus jeune et mon père m'avait appris à vivre de la nature. J'étais l'une des seules personnes que je connaissais à l'époque à avoir un vrai campement. Je n'étais pas de ceux qui dorment dans un sac de couchage au fond d'un fossé au bord de la route. Je savais comment allumer un feu en plein hiver quand tout est recouvert de neige. J'ai vu beaucoup de choses étranges au fil des années, mais un événement en particulier m'est toujours resté en mémoire. Tout cela s'est passé en 1999. Le premier incident a eu lieu en juin. Je campais dans des bois à environ 3 km de la ville d'Everett, dans l'État de Washington. J'avais 2 amis qui campaient avec moi, Greg et Jim. Greg s'intéressait à beaucoup des mêmes choses que moi et nous parlions souvent du paranormal et des ovnis. Ce jour-là, Greg était parti au magasin pour acheter des snacks, il a donc manqué ce qui s'est produit. Il était environ 17h et Jim et moi étions assis au camp à boire une bière. J'étais assis dans ma tente et Jim se tenait à gauche. Tout à coup, il a vu quelque chose et s'est mis à pointer du doigt vers une clairière au-delà des bois. Je ne voyais rien depuis ma position, alors je suis sorti et j'ai regardé dans la direction indiquée. Là, dans la clairière, flottait ce que je ne peux décrire que comme un diamant illuminé. Sa forme ressemblait exactement à celle que l'on voit dans les publicités de bijouterie dans les magazines. Il pulsait des lumières colorées passant du rouge au jaune puis à l'orange incandescent. Il ne faisait aucun bruit. Aucun système de propulsion visible. Pas de fenêtre ni de train d'atterrissage. Il ne semblait pas métallique. Je dirais qu'il ressemblait un peu à du verre, faute d'autres comparaisons. Il planait à environ 10 mètres du sol. Peu de temps après que nous l'ayons aperçu, 3 hélicoptères noirs sans marque sont apparus au-dessus des arbres. Ils sont arrivés de nulle part, nous ne les avons entendus qu'au moment où ils étaient juste au-dessus de nous. Ils volaient côte à côte. Celui du milieu a allumé une sorte de projecteur sous son cockpit et ils se sont mis à tourner autour de l'OVNI.
Ils ont fait cela 4 ou 5 fois avant de repartir dans notre direction et de s'éloigner. Jim répétait sans arrêt, « Ce n'est pas possible, et c'est un ovni ». Je crois que ce qu'il a vu a bouleversé sa vision du monde. Cet homme-là ne croyait pas du tout aux ovnis ni aux extraterrestres. Au contraire, il se moquait de ceux qui disaient y croire. L'objet s'est mis à bouger lentement. Il allait en ligne droite vers la droite, puis changeait brusquement de direction pour se déplacer vers la gauche. Il a fait cela 3 fois environ, puis il a disparu dans une traînée dorée. La température a soudainement chuté dans la forêt et nos dents se sont mises à claquer. Jim a pris son sac et a fui. Je suis resté. Quand Greg est revenu, je lui ai raconté ce que nous avions vu. Il était excité et m'a dit, « Oh mince. J'aurais tellement voulu être là pour voir ça. » Je suis resté à cet endroit encore quelques jours, puis j'ai décidé de déplacer mon campement plus profondément dans les bois. Pour une raison que j'ignore, la vision de l'OVNI ne m'a pas affecté comme elle l'a fait avec Jim. Lui, il se cachait quelque part, impossible à trouver. Quand on le croisait, il inventait un prétexte pour s'en aller et disparaissait. Il nous a fait ça à Greg et moi plusieurs fois, puis un jour, il a disparu pour de bon. Avançons jusqu'au mois d'août. Je campais seul. Greg vivait chez sa petite amie. Je revenais juste de la ville où j'étais allé prendre une douche et manger quelque chose. J'étais bien éveillé. La nuit tombait, mais il restait assez de lumière pour voir à travers les arbres. Mon camp se trouvait près du bord de la forêt, à côté de la maison d'un homme qui possédait un chien. Je le savais parce qu'un soir, en passant par son jardin, le chien avait aboyé contre moi. J'étais assis dans ma tente, la fenêtre avant ouverte, et je lisais un livre à la lumière d'une lampe de poche. J'ai toujours eu l'ouïe fine. J'ai entendu comme si quelqu'un essayait de s'approcher discrètement de mon camp en passant par le sentier que j'avais tracé. J'ai d'abord pensé à un gamin du voisinage ou à quelqu'un qui voulait me faire peur. J'entendais distinctement le frottement d'un tissu, comme celui d'un pantalon, venant vers moi. J'ai éteint ma lampe et je suis resté silencieux à attendre. Les pas sont arrivés jusqu'à mon camp puis se sont arrêtés. J'ai attendu, les yeux rivés sur la fenêtre de ma tente, espérant voir qui c'était. Mon idée était de bondir dehors pour les surprendre et les effrayer. Mais ce qui s'est passé fut tout autre. Ce que j'ai vu cette nuit-là fut la chose la plus terrifiante de ma vie. J'ai aperçu la silhouette d'un être immense, entre 3 et 4 mètres de haut. Il était très mince, avec un long cou et une grosse tête bulbeuse. Pas de cheveux visibles. Il marchait voûté, avec des bras si longs que ses mains descendaient plus bas que les genoux d'un humain. Ses pas étaient larges et silencieux. Il est passé du côté droit de mon camp au côté gauche. J'étais terrifié. Je me souviens avoir pensé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sorti de ma tente et j'ai braqué ma lampe pour le chercher, mais il avait disparu. Je suppose que je suis entré dans ce qu'on appelle l'état de « lutte ou fuite », car j'étais prêt à me battre contre cette chose. Mais elle s'était tout simplement volatilisée. La forêt était totalement silencieuse, pas même le bruit des grillons. Le chien du voisin ne faisait aucun bruit, ce qui m'a paru étrange. Je savais que j'avais vu quelque chose, mais c'était parti. Je suis retourné dans ma tente, j'ai essayé de reprendre ma lecture, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je me suis senti soudainement épuisé, comme si j'avais été ensorcelé. Impossible de garder les yeux ouverts. Je me suis allongé, j'ai posé ma lampe et mon couteau de poche à côté de moi et j'ai fermé les yeux en me disant, je vais juste rester là à écouter. Avant de m'endormir, j'ai entendu comme des petits pas venant de toutes les directions, se précipitant vers ma tente. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression d'avoir fait la meilleure nuit de ma vie. Je ne peux pas l'expliquer. Peu après, j'ai décidé de déplacer mon camp. Plus j'y réfléchissais, plus je comprenais ce qui avait dû se passer. Je crois avoir été enlevé. Je n'ai aucun souvenir d'avoir été emmené dans un vaisseau ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui fait sang. Cet événement m'a tellement effrayé que, pendant des années, j'ai eu peur de rester seul, surtout la nuit. Je verrouille toutes mes portes et fenêtres avant de dormir. Je déteste être sous la douche, les yeux fermés pour me laver les cheveux,
car je ressens une angoisse et la certitude que je vais être enlevé au moment où je suis vulnérable. J'ai souffert d'insomnie pendant des années. C'est mieux maintenant, mais à une époque je ne dormais pas plus de 3 heures par nuit. Parfois, la nuit, j'entends des bruits de mouvement et je reste couché, à écouter. La plupart du temps il ne se passe rien, mais il m'arrive d'apercevoir des silhouettes d'ombre. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit-là dans les bois, ni ce qu'était cette chose que j'ai vue. Mais je sais que ce n'était pas humain et certainement pas un animal. Et je n'oublierai jamais. En 1956, une Française a vécu une expérience singulière. Elle a tenté l'inverse de ce que beaucoup disent avoir vécu, c'est-à-dire enlever elle-même un extraterrestre, pour l'emmener dans sa voiture. Il était environ 21h30, une nuit de février 1956. Je rentrais seul en voiture à Fresnes depuis Choisy-le-Roi, après avoir rendu visite à mes parents. Je circulais sur la route départementale 186, à l'époque une simple route secondaire. J'avais alors 41 ans et je dirigeais une tannerie. En ce temps-là, la Nationale 7 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était en travaux d'élargissement, et il y a maintenant un rond-point à l'endroit dont je parle, juste au sud de Paris. J'allais commencer à franchir le pont au-dessus de la Nationale 7. Sur ma gauche se trouvait une auberge, disparue depuis. Sur la droite, la route montait légèrement. C'est là que j'ai aperçu une chose brillante, lumineuse, d'un blanc phosphorescent. Elle émettait un léger sifflement et semblait suspendue à une vingtaine de centimètres du sol, sur un terrain vague. Je me suis arrêté pour observer de plus près. J'ai alors remarqué un petit être d'environ 1,30 m qui se déplaçait près de l'objet. Aussitôt, l'idée des soucoupes volantes, dont les journaux parlaient parfois, m'est venue à l'esprit. J'ai eu soudain la pensée que si je parvenais à capturer un de ses occupants et à l'amener aux journaux, ce serait une formidable réussite pour moi. Le petit bonhomme paraissait frêle et mince, je me disais qu'il ne serait pas difficile à transporter. Sur le champ, j'ai ouvert mon coffre pour préparer l'endroit où je comptais mettre mon précieux captif. Ravi de mon idée, j'ai décidé de passer à l'action. Entre-temps, ils étaient 8 autour de la machine, occupés à examiner quelque chose au sol. L'objet avait la forme d'une citrouille aplatie, avec des facettes lumineuses qui semblaient être des fenêtres. J'aperçus aussi 2 autres silhouettes à l'intérieur. Ceux qui étaient dehors semblaient concentrés sur l'étude du terrain vague. En me voyant approcher sans la moindre peur, ils se sont précipités comme des lapins dans une ouverture à la base de l'appareil. Le dernier, celui que je voulais saisir, se retourna et planta intensément ses grands yeux noirs dans les miens, comme s'il voulait me dire quelque chose. Mais juste au moment où je pensais l'attraper, un rayon de lumière jaillit d'une fenêtre située sur la partie supérieure de l'engin. Le faisceau m'a englouti et paralysé sur place. Je ne pouvais plus bouger le moindre muscle, seuls mes yeux restaient mobiles. C'est seulement alors que la peur m'a envahi. Il est difficile de juger du temps dans de telles conditions, je ne sais donc pas combien cela a duré. Mais tous étaient déjà rentrés dans l'appareil. Puis la lumière s'est atténuée et j'ai pu reculer et regagner ma voiture. Je m'y suis assise, attendant. Je ne sais pas si c'était encore la peur ou si j'avais été à nouveau paralysé, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai entendu très clairement un bruit de raclement métallique, sans doute la fermeture de la porte du vaisseau. Je suis resté là encore une dizaine de minutes, garé sur le bas-côté, dévoré par l'angoisse de repartir. Mais je ne pouvais pas manipuler les vitesses et j'étais incapable de quitter l'endroit. Soudain, le sifflement de la machine devint beaucoup plus fort. Elle s'éleva lentement jusqu'à la hauteur des grands platanes qui bordaient la route de Choisy-le-Roi. Elle s'arrêta un instant, puis partit à une vitesse fulgurante. Tout l'appareil devint d'abord orange, puis rouge à mesure qu'il accélérait. Immédiatement, je retrouvai la capacité de démarrer ma voiture, et je n'ai même pas pris le temps de regarder la direction qu'il avait prise. La panique m'a rattrapé et j'ai décidé de rebrousser chemin pour retourner chez mes parents à Choisy. J'y suis arrivé haletante et j'ai tout raconté. Mon père m'a dit, surtout, n'en parle à personne. Tu as ton travail, on se moquerait de toi, la police te questionnerait et t'ennuierait. Oublie tout ça.
Je n'en ai plus jamais parlé, sauf à 2 ou 3 personnes très proches. À la suite de cette expérience, je n'étais plus tout à fait la même. Je me sentais plus assurée, plus intelligente même. En conduisant, à chaque carrefour, je savais ce qui allait arriver des autres directions. Je disais parfois à mon mari, « Attention, un gros camion arrive » ou « Une voiture rapide va débouler » alors qu'on ne voyait encore rien. Et j'avais toujours raison. Parfois, sans avoir ralenti, nous aurions eu un accident. Quand le danger est proche, je ressens un léger picotement au bout des doigts. J'ai aussi des rêves prémonitoires, avec des scènes et des lieux précis que je retrouve ensuite dans la réalité. On m'a demandé si le rayon m'avait blessé. J'ai répondu non. On m'a aussi demandé si j'avais eu des rêves particuliers ou des pertes de mémoire, et j'ai affirmé que non. Quant à leur apparence, je peux dire qu'ils portaient des combinaisons d'une seule pièce, moulantes, d'une couleur gris-bleu. Ils avaient de grands yeux noirs très proéminents, presque pas de nez mais des narines visibles, et une fente à l'endroit de la bouche. Ils étaient minces, comme dépourvus de muscles. Je n'ai pas bien vu leurs jambes, mais je suis certaine qu'ils avaient 2 bras, plus longs que la normale, et une tête proportionnellement plus grande que la nôtre. Je le répète, tout ce que je viens de dire est vrai. Je n'ai rien inventé ni ajouté. J'ai confronté mes souvenirs à la version que j'avais donnée à un ami quelques années après, et tout concordait parfaitement, sauf un détail. Je croyais qu'ils avaient sauté dans l'appareil, mais en réalité je n'ai pas vu leurs jambes bouger, ils allaient si vite que je n'ai rien distingué. Je confirme également l'aspect de l'engin. Il était circulaire, aplati en haut et en bas. La partie centrale était lumineuse, d'un blanc intense mais non aveuglant. Le reste était d'un gris métallique. Il me semble que c'est l'endroit idéal pour raconter un incident qui s'est produit il y a environ 8 ans. Je mets ces mots par écrit, pour ainsi dire, au nom de mon frère, qui était présent cette nuit-là. Je vous assure que ce n'est pas une histoire inventée. C'est justement pour cela que je la partage ici, afin de voir si je peux avoir des retours, des avis ou peut-être des témoignages similaires. Mon frère et ses amis rentraient chez eux en traversant les bois quand ils ont tous entendu le craquement d'une branche. En se retournant pour voir ce que c'était, ils ont distingué la silhouette d'une personne au sommet de la colline, à une centaine de mètres de l'endroit où ils venaient de descendre. Ils ont vu cette silhouette essayer de se cacher rapidement derrière un arbre. Mon frère et ses amis se sont demandé entre eux s'ils avaient tous vu la même chose, et chacun a répondu oui. En fixant la scène, les yeux de mon frère ont fini par s'habituer à l'obscurité. Il a alors distingué une tête dépassant de derrière l'arbre, mais de manière étrange. La chose semblait grande et la façon dont la tête bougeait n'avait rien d'humain. C'est à ce moment que les choses sont devenues terrifiantes. L'être est sorti complètement de derrière l'arbre et s'est tenu au sommet de la colline, comme s'il se disait « J'ai été vu, je dois agir ». Une attitude presque instinctive de fuite ou d'attaque. Mon frère m'a raconté qu'à ce moment précis, la peur l'a envahi, car ils pouvaient tous voir que cette silhouette n'était pas humaine. Il l'a décrite comme étant grande, avec une taille fine, de longs bras maigres et une tête ayant la forme classique attribuée aux extraterrestres. Et pour empirer les choses, la créature s'est mise à dévaler la colline en direction du champ bordé d'arbres, là où se trouvaient mon frère et ses amis. Elle avançait à une vitesse qui n'avait rien d'humain et gagnait du terrain très rapidement. Évidemment, mon frère et ses amis ont pris la fuite en courant, persuadés de jouer leur vie. Mon frère ne voulait pas se retourner, entièrement concentré sur le fait de s'éloigner le plus vite possible. En courant, il pouvait entendre la créature trébucher de temps en temps, mais aussi les bruits de ses pas se rapprocher, ce qui lui donnait une idée effrayante de sa vitesse. Lorsqu'ils ont atteint le village, ils sont arrivés au bout du champ, là où un lampadaire éclairait le bord de la prairie. Une fois qu'ils ont pénétré dans la lumière, la créature s'est arrêtée net, comme si elle craignait la lumière ou refusait de se montrer entièrement. Mon frère et ses amis n'ont pas cessé de courir jusqu'à être rentrés chez eux. J'ai interrogé les amis de mon frère au sujet de cette nuit, et encore aujourd'hui, ils disent à quel point cela a été effrayant. Mon frère et moi aimons beaucoup le camping sauvage. Une fois, la veille d'un départ prévu, nous avons eu la mauvaise idée de reparler de cette histoire.
Nous avons fini par renoncer à partir camper, tellement nous nous étions fait peur à l'idée de croiser à nouveau cette créature dans la forêt. Je suis ancien militaire et j'ai passé de nombreuses nuits dehors, à dormir et à camper dans les bois. Mais je peux vous dire que cette histoire reste pour nous l'une des plus effrayantes. Le niveau de détail, l'expression de la peur sur le visage de mon frère et dans sa voix quand il raconte cette nuit, ne font que confirmer qu'il a vraiment vécu cela. Je comprends totalement si personne ne croit cette histoire, parce que même nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé. Mais nous avons pris le temps de discuter entre nous et sommes tombés d'accord sur les événements. Nous avons tous vu la même chose. J'étais en randonnée avec 3 amis du jeudi au vendredi dans la forêt nationale de San Bernardino. Nous avons emprunté plusieurs sentiers, surtout les connus, principalement de jour. Le vendredi, nous marchions vers Clark Summit. En avançant, nous avons remarqué que nous quittions le sentier, l'un après l'autre. J'ai demandé à mon ami devant moi pourquoi il s'écartait et il a demandé à celui qui était encore devant lui la même chose. Mon ami qui ouvrait la marche a alors répondu « J'entends une femme parler, vous n'entendez pas ?» Nous n'entendions rien du tout. Nous avons essayé de la convaincre de laisser tomber, car il commençait à faire sombre et nous étions proches de l'endroit où nous voulions camper. Mais elle insistait, persuadée d'entendre une femme appeler à l'aide, et elle disait que cela paraissait vraiment proche. Elle se sentait obligée d'aller voir si une femme n'était pas en détresse, tandis que nous étions tout à fait prêts à continuer sans nous en occuper. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise car elle était très sérieuse et nous étions incapables d'entendre ce qu'elle décrivait. Et c'est là que tout est devenu étrange. Nous n'avions quitté le sentier que de 300 ou 400 mètres, pourtant à un moment nous étions complètement perdus. Nous n'avions pas de matériel sophistiqué ni de GPS, mais nous connaissions assez bien ce sentier. Il était impossible d'avoir marché si peu et de ne pas retrouver notre chemin après 15 ou 20 minutes. J'ai commencé à me sentir bizarre, comme étourdi. Quand j'ai mentionné ce malaise, mes 2 autres amis ont dit qu'ils ressentaient la même chose. C'était comme si l'environnement autour de nous avait changé, ou comme si nous avions été déplacés ailleurs. Il faisait désormais totalement nuit. Mon ami disait que la voix de femme répétait « Je suis ici, et aidez-moi, s'il vous plaît », avec un ton de douleur. Nous étions donc perdus, après seulement 20 minutes de marche hors du sentier, parce qu'elle entendait des voix. Nous avons décidé d'arrêter de marcher, car de nuit il vaut mieux ne pas s'éloigner encore plus. Nous avions 2 tentes et des sacs de couchage, alors nous avons trouvé une clairière pour nous installer, pensant qu'avec la lumière du jour, il serait facile de retrouver le chemin. Avant même de nous allonger pour dormir, j'ai remarqué qu'un arbre à proximité semblait bouger comme si quelque chose grimpait dessus. Il faisait très sombre et je porte des lunettes, donc je voyais mal. J'ai demandé aux autres de venir vérifier. Au début, je pensais à un animal, mais ce n'en était pas un. Ce n'était rien de connu. J'apercevais la silhouette, vaguement humaine, mais complètement transparente, comme invisible. La seule comparaison possible est celle des vagues de chaleur qui déforment l'air au-dessus du bitume en été, ce genre d'effet ondulant et liquide. Mes amis l'ont vu aussi. Mon pote a fini par dire « Mais c'est quoi ce bordel ?» en le distinguant. Tous ont confirmé, c'était transparent, mais visible à cause du déplacement des feuilles et des branches lorsqu'il bougeait. Nous sommes restés immobiles à chuchoter des théories. J'ai pensé à une illusion d'optique, mais mes amis ont immédiatement parlé d'extraterrestres. La chose est restée perchée sur une grosse branche à une quinzaine de mètres de haut, comme si elle nous observait en retour. Puis nous avons remarqué quelque chose de glaçant, toute la forêt, d'un coup, était silencieuse. Plus un bruit, ni insecte, ni oiseau, rien. Seul restait le son de nos voix et de nos pas dans les feuilles. J'ai senti les poils de ma nuque se hérisser et la chair de poule envahir tout mon corps. Après 10 minutes à fixer cette chose, elle a continué de grimper plus haut jusqu'à disparaître dans la cime. Nous nous sommes approchés lentement du pied de l'arbre et avons tourné autour, la tête levée, mais il faisait trop sombre et la végétation trop dense pour voir le sommet. Nous n'avons entendu aucun bruit qui aurait indiqué qu'elle avait sauté sur un autre arbre. Nous avons donc supposé qu'elle était toujours là. Impossible pour nous de camper sous un tel truc.
Nous avons ramassé nos affaires et décidé de marcher vers la Lune pour garder un cap. Au bout de 5 minutes seulement, nous étions de retour sur le sentier principal. Je suis resté bouche bée, j'ai laissé tomber mon sac et j'ai dit « C'est quoi ce putain de truc ?» Nous étions tous incrédules, cherchant à confirmer de nos yeux que nous étions bien revenus sur le chemin. Un de mes amis, un peu blagueur, a dit que nous avions peut-être traversé un nuage de spores hallucinogènes et imaginé toute la scène. J'en doute fortement. Tout donnait l'impression d'une intention prédatrice. Comme si quelque chose voulait nous attirer ou nous désorienter. Mon ami est convaincu que nous nous sommes moqués d'elle quand nous disions ne pas entendre la voix de femme. Était-ce cette chose qui imitait une voix humaine pour la tromper? Comment avons-nous pu nous perdre si près du sentier? C'est sans aucun doute l'expérience la plus étrange de ma vie dans la nature. Nous n'avons toujours pas de théorie claire sur ce que nous avons vu. Ce n'était peut-être pas un extraterrestre, mais c'était humanoïde, totalement transparent d'une façon inexplicable, et capable de grimper à un arbre immense avec aisance, sans presque aucun bruit. Je suis actuellement enceinte et hier soir j'ai soudainement eu une hémorragie très intense. J'étais persuadé à 100% d'avoir fait une fausse couche. Le sol était couvert de sang. J'ai immédiatement appelé l'hôpital pour demander conseil. La sage-femme m'a dit que je devais me rendre rapidement aux urgences. 15 minutes plus tard, j'étais à l'hôpital et ils m'ont examiné. Ils m'ont expliqué que j'avais un hématome qui saignait abondamment. Le bébé allait bien, mais le médecin m'a prévenu que je pourrais saigner encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines, car l'hématome était assez gros. Je suis donc rentré chez moi. Je me suis endormi, mais je me réveillais régulièrement en constatant que je saignais toujours énormément. Au bout d'un moment, je n'arrivais plus à dormir et j'avais besoin de manger quelque chose. J'ai mangé un kiwi et bu un peu d'eau. En repartant vers mon lit, j'ai senti que j'allais m'évanouir. J'ai réussi à peine à m'allonger, puis j'ai recommencé à saigner encore plus. Cela a été suivi par une nausée atroce, la pire que vous puissiez imaginer. J'ai vomi pendant une bonne demi-heure. Une fois que j'ai fini de vomir, je me suis recroquevillé en position fétale et mon corps s'est mis à trembler de la tête aux pieds. Je n'ai pas réussi à dormir pendant plusieurs heures. Les tremblements ont fini par cesser, mais je suis resté éveillé, toujours en train de saigner et avec des douleurs. Puis j'ai senti que je glissais dans une autre réalité. La plupart des gens diraient que c'était un rêve, mais ce n'en était pas un. J'étais éveillé dans cet autre monde et parfaitement consciente. Un taxi est apparu devant moi avec son chauffeur, et j'ai ressenti cette force intérieure qui me poussait à monter à l'intérieur. Alors je l'ai fait. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas un taxi et que le conducteur n'était absolument pas humain. Il me parlait directement dans ma tête, par télépathie. Il a conduit jusqu'à un certain endroit, s'est arrêté et j'ai ressenti qu'il fallait que je sorte du véhicule. Une fois dehors, il est venu se placer à mes côtés et a passé son bras autour de moi. Il m'a dit télépathiquement que j'étais en sécurité et que tout irait bien. Il m'a demandé de lever ma main droite. Quand je l'ai fait, il a tendu sa main gauche vers moi. J'ai senti une sorte de champ de force émanant de sa paume. Puis nous avons joint nos mains et nos doigts. Il m'a transmis une énergie, ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais je pouvais le ressentir et je savais que c'était en train de me guérir. Ensuite, il a posé sa main gauche sur mon ventre, à l'endroit de mon utérus, et il a envoyé les mêmes vibrations de guérison. C'était une sensation absolument différente de tout ce que j'ai pu ressentir sur Terre. Puis il m'a dit qu'il valait mieux que je perde connaissance. Et aussitôt, je me suis évanoui. La sensation qui m'a habité ensuite était une paix immense et un sentiment de protection venu d'ailleurs. Après cette expérience, l'hémorragie avait presque totalement cessé. Il ne restait qu'un léger saignement, très faible en comparaison de ce que j'avais eu auparavant. Presque inexistant. Il n'y avait plus de douleur. Plus de nausées. Aujourd'hui, le saignement a complètement disparu. Tout cela s'est passé il y a moins de 12 heures. Le faux taxi et la fausse apparence humaine du conducteur donnaient l'impression d'un camouflage, comme s'il voulait se montrer ainsi pour ne pas m'effrayer.
Peut-être qu'il voulait que je me sente en confiance. Je n'en suis pas certaine. J'ai été témoin d'un enlèvement extraterrestre en 2006. J'avais alors 20 ans. C'était en semaine. Je rentrais du travail et je me rendais directement chez ma petite amie de l'époque pour dîner. Elle vivait avec sa mère, sa grand-mère et sa petite sœur, elle n'était donc que 4 dans la maison. J'ai aidé à mettre la table pour le repas. Après avoir dîné, ma petite amie et moi avons passé environ 2 heures dans sa chambre à discuter, à nous détendre et à faire des projets pour le week-end. Il commençait à se faire tard et comme je devais me lever tôt le lendemain matin, j'ai décidé de rentrer. J'ai mis ma veste, embrassé ma petite amie et je suis descendu. Je traversais la cuisine en direction de la porte d'entrée quand je vis 2 créatures qui guidaient la petite sœur vers cette même porte. J'étais complètement stupéfait, c'était si choquant que j'avais l'impression de sortir de mon corps et d'assister à la scène de l'extérieur. Elles étaient petites, avec de longs bras et un long cou, vêtues de combinaisons noires moulantes. Je les regardais marcher directement à travers le mur. Un troisième apparut, beaucoup plus grand, au visage brun et écailleux, vêtu d'une robe avec une capuche. Il ressemblait vraiment à un lézard. Il sortit de la chambre d'où venaient les 2 autres et conduisait la petite sœur. À ce moment-là, je suffoquais, mon cœur battait à toute vitesse. Je ne me souviens de rien d'autre, si ce n'est de m'être réveillé à côté de ma petite amie, dans sa chambre à l'étage. Mais je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé, chaque détail, et de la peur qui m'a envahi tout entier. La sœur a été retrouvée nue et inconsciente par des voisins, dans le jardin, cette même nuit. J'ai tout raconté à ma petite amie. Elle m'a confié que cela arrivait depuis son enfance et que sa famille avait gardé le secret. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles leur père les avait quittés des années plus tôt. Après cette expérience, d'autres phénomènes paranormaux se sont produits dans cette maison, en particulier autour de la sœur. Nous sommes restés ensemble un peu plus d'1 an après ce premier événement avant de rompre, mais nous avons gardé le contact encore quelques années. Les phénomènes étranges n'ont fait que s'intensifier. Cela fait maintenant 8 ans que je n'ai plus eu de nouvelles de cette petite amie. J'avais 16 ans. Avec 2 amis, nous avions décidé d'aller camper dans la forêt. C'était vraiment au milieu de nulle part et nous avions transporté nos tentes et de la bière jusqu'au centre d'une clairière. Je crois que c'était à la lisière d'un champ agricole qui s'était transformé en friche. Cet été-là avait été exceptionnellement chaud et nous profitions de l'ambiance, de la musique, en montant nos tentes et en rigolant. Vers 21h, la nuit est tombée. Nous avons allumé un feu et commencé à boire quelques bières. Je précise que j'avais bu, mais je n'étais absolument pas ivre. Je le mentionne juste pour être totalement transparent, mais j'étais parfaitement lucide. Nous étions si loin de toute civilisation qu'on voyait les étoiles comme rarement. C'était magnifique. Il faisait chaud et nous étions assis là, à discuter. L'ambiance était parfaite. Puis, un peu après minuit, alors que nous étions en train de rire, mes amis se sont mis à fixer le feu. Sur le moment, j'ai pensé qu'ils devaient être fatigués puisqu'ils s'étaient brusquement tus. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas seulement eux qui s'étaient arrêtés. Tout était silencieux. Plus un seul grillon, plus de vent, plus même le crépitement du feu. C'était un silence total et absurde. Et c'est là que j'ai eu la sensation étrange qu'il faisait jour. J'étais désorienté, je ne comprenais plus rien, et j'ai levé les yeux. Ce n'était pas le jour, c'était une lumière provenant d'un engin juste au-dessus de nous. Il volait à la hauteur d'une maison, exactement au-dessus de notre camp. L'appareil était noir, pointu et totalement silencieux. Il ne bougeait pas et ne produisait aucun bruit. Quand j'ai regardé mes amis, ils étaient toujours immobiles, fixant les flammes, comme figés. J'étais terrifié et confus. Quand j'ai essayé de parler, aucun son n'est sorti. Impossible de courir. Puis j'ai ressenti comme une voix à l'intérieur de ma tête qui me disait que tout allait bien, qu'il ne fallait pas paniquer, que je devais rester calme. Une vague de paix absolue m'a traversé, comme si on m'avait plongé dans un bain chaud.
J'étais rempli d'un bonheur indescriptible et je n'avais plus peur. J'étais prêt à accepter tout ce qui arriverait, bon ou mauvais. Je n'en avais plus cure. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, tout s'est arrêté. Je me suis réveillé en plein jour, dans ma tente. Je n'ai aucun souvenir entre l'apparition de l'appareil et le matin. La seule chose dont je me rappelle, ce sont des flashs, une odeur de chien et une sensation de pression sur mes bras. Je ne suis pas du genre à croire immédiatement aux choses étranges, ni à refuser d'essayer de trouver une explication rationnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'étais ni ivre ni drogué. Je n'étais pas fatigué non plus. Et ce souvenir, je l'ai encore aujourd'hui avec une clarté absolue. La témoin, Dolores Martinez Brillon, alors âgée de 15 ans, vivait avec ses parents sur une base militaire. Cette nuit-là, en raison de la chaleur excessive, elle se leva au milieu de la nuit pour ouvrir les fenêtres et contempler les étoiles. La lune était pleine et un silence étrange régnait dans les environs. Tandis qu'elle observait le ciel, elle ressentit soudain un besoin irrésistible de tourner son regard vers un champ situé à environ 200 mètres. Elle y aperçut un engin métallique terne, en forme de cylindre, qui flottait à environ 7 mètres du sol. Après quelques minutes, une trappe s'ouvrit sur la partie inférieure de l'engin et 2 hommes vêtus de blanc en descendirent, posant les pieds sur le sol à l'aide d'une plateforme métallique. Leur tenue ressemblait à celle de médecins. Au début, ils ne remarquèrent pas la présence de Dolores. Puis, en la voyant, ils se mirent à la fixer intensément. Paralysée par la peur, elle les observa depuis la fenêtre tandis qu'ils s'approchaient à quelques mètres de sa maison. C'est alors qu'elle entendit clairement dans son esprit un message qui disait « Détends-toi, nous sommes pacifiques, il ne t'arrivera rien ». Aussitôt, elle se sentit rassurée et eut la sensation étrange de déjà les connaître. Elle ouvrit la porte, sortit et suivit les 2 hommes vers leur engin après avoir reçu une invitation télépathique. Elle décrivit les 2 hommes comme semblables à des humains, mesurant environ 1,80 m, avec une peau très claire, des cheveux bruns et des yeux bruns. Ils portaient de solides chaussures blanches. Arrivé au vaisseau, la trappe s'ouvrit à nouveau et un 3e être apparut. Celui-ci semblait plus âgé, environ 70 ans, avec des cheveux et une barbe blanche courte. Il portait une tunique blanche et les mêmes chaussures à semelles épaisses. Il mesurait environ 1,60 m et dégageait une impression de bienveillance. Il salua Dolores en lui tendant la main et l'invita à entrer dans l'engin. À l'intérieur, elle distingua de nombreuses petites lumières multicolores sur le plafond, les murs et les couloirs. Au centre, il y avait une sorte de bureau métallique et un banc fixé au sol, entouré d'un rebord. L'être âgé lui demanda si elle voulait connaître sa planète, en lui promettant qu'elle serait ramenée. Elle accepta et il sortit un vêtement semblable au sien d'un compartiment du bureau métallique, lui demandant de l'enfiler. La combinaison, blanche et longue, était faite d'une matière très fine, presque transparente. Dolores la porta par-dessus son pyjama. Prête au voyage, elle reçut pour instruction de se tenir au rebord durant tout le trajet. Une porte se referma et les 2 hommes plus jeunes se placèrent à ses côtés. L'être âgé s'assit sur le banc et se mit à actionner des boutons semblables à ceux d'un four à micro-ondes. Des voyants s'allumaient et s'éteignaient sur le panneau de contrôle. Les 2 hommes ne disaient pas un mot, tandis que leur chef s'occupait des commandes. Quelques minutes plus tard, il annonça à Dolores qu'il se trouvait déjà dans l'espace et voyageait à une vitesse inimaginable pour les humains, ajoutant que sa planète se situait à environ 2 années-lumière. Il lui donna le nom de sa planète et de sa galaxie, mais elle ne put s'en souvenir. Durant tout le trajet, Dolores ne ressentit aucun mouvement. Elle demanda si elle pouvait voir les étoiles. Le chef appuya sur un bouton et une petite ouverture apparut, mais elle n'aperçut que l'obscurité. Il lui expliqua qu'à une telle vitesse, il était impossible de distinguer quoi que ce soit. Quand elle lui demanda son nom, il répondit qu'elle pouvait l'appeler l'Ancien, car il s'identifiait par des codes et non par des noms. Elle remarqua que seul l'Ancien lui parlait verbalement, tandis que les 2 autres communiquaient uniquement par télépathie. Il lui proposa ensuite de voir leur planète de loin. En appuyant sur un autre bouton, une fenêtre s'ouvrit et elle aperçut une minuscule sphère argentée et brillante.
L'engin atterrit bientôt dans une zone fermée où ils restèrent quelques minutes pour un processus de stérilisation. Les deux hommes disparurent ensuite, laissant Dolores seule avec l'ancien. Après avoir retiré la combinaison de voyage, elle fut placée dans une sorte de capsule transparente où elle fut soumise à un processus de purification. Elle sentit de l'eau fraîche et un souffle d'air froid parcourir son corps. Puis, un passage s'ouvrit et elle sortit. L'ancien lui remit une tunique semblable à la sienne et l'accompagna dans un vaste couloir au sol brillant comme un miroir. Elle y vit de nombreuses personnes en mouvement constant. Certains nettoyaient, d'autres transportaient des objets, tous semblaient pressés. Elle remarqua aussi des couloirs traversés par des sortes de passages électriques que les habitants empruntaient. Tous, hommes et femmes, portaient des vêtements bleu-beige et avaient les cheveux courts. Les femmes étaient plus petites que les hommes et tous paraissaient du même âge, à l'exception de l'ancien. Durant ces déplacements, elle constata que les autres habitants l'ignoraient complètement mais témoignaient un profond respect envers l'ancien, qui donnait des ordres par de simples gestes. Un groupe de gardes ou de serviteurs les suivait constamment. Ils atteignirent ensuite un endroit d'où partaient plusieurs couloirs. L'ancien l'invita à le suivre pour lui montrer leur lieu de vie. Il expliqua que leur mode de vie différait totalement de celui des humains. Le mariage n'existait pas, la population était contrôlée, à chaque décès, une naissance remplaçait la personne disparue, par insémination artificielle. Les maladies n'existaient pas et personne ne vieillissait, sauf lui, en raison de son rôle de chef. Il n'était pas immortel mais vivait très longtemps. Elle visita ensuite leurs habitations, de petites chambres de 6 mètres sur 6 partagées par 6 personnes. Sur une tablette se trouvaient de petites pièces jaune-orangées en forme de bonbons qu'on lui proposa mais qu'elle refusa. Puis elle fut conduite dans un grand auditorium où elle apprit qu'il croyait aussi en Dieu, le même dans tout l'univers. Elle découvrit également un centre réservé aux enfants, où une femme adulte manipulait plusieurs consoles et écrans affichant des symboles ressemblant à des hiéroglyphes. Elle reconnut les lettres Z et X. Pour la première fois, elle vit quelqu'un sourire, un enfant d'environ 8 ans la salua joyeusement. Elle fut ensuite emmenée dans un magnifique jardin couvert d'un dôme transparent, rempli d'arbres, de buissons et de fleurs colorées. L'ancien lui expliqua que certaines plantes venaient de la Terre et que leur planète ressemblait autrefois à la nôtre, avant que la couche d'ozone ne disparaisse et les contraigne à vivre sous terre. L'eau existait encore, mais uniquement pour boire. Il ajouta qu'ils étaient presque identiques aux humains mais que leur organisme possédait des fonctions différentes. Ils étaient pacifiques et prêts à aider les humains si nécessaire. Avant de repartir, il lui confia que des humains vivaient déjà sur leur planète de leur plein gré, puis il la regarda droit dans les yeux et lui demanda si elle voulait rester. D'abord hésitante, Dolores finit par répondre qu'elle préférait rentrer. Elle revêtit de nouveau la combinaison et fut raccompagnée au vaisseau par les 2 hommes. Aucun des habitants ne lui fit ses adieux, la plupart semblant l'ignorer. Le voyage retour se fit dans le silence. Arrivé devant sa maison, l'ancien lui conseilla de ne rien raconter à personne, car personne ne la croirait. Lorsqu'elle se retourna, le vaisseau et ses occupants avaient disparu. À ce jour, Dolores regrette toujours de ne pas avoir accepté de rester parmi eux. C'était étrange, une conversation vraiment étrange que j'ai eue avec mon ami. Il y a environ 3 ans, moi et celui qui était alors mon ami étions sortis boire avec un groupe d'autres amis. Les autres avaient décidé de rentrer chez eux mais lui et moi avions choisi de prendre un taxi pour aller chez moi. Je devais aller chercher un peu de cocaïne, puis nous voulions nous installer dans un champ voisin, en consommer un peu et simplement nous ouvrir l'un à l'autre. Il devait être 4 heures du matin quand il s'est tourné vers moi avec une voix tremblante. Il voulait me parler de quelque chose qu'il n'avait confié qu'à très peu de personnes. Il m'expliqua que lorsqu'il était adolescent, son père s'était assis avec lui un soir pour lui raconter qu'il avait été visité par des extraterrestres, et que depuis cette rencontre, ces êtres s'étaient montrés fascinés par lui. Son père lui avait dit que, plus tard, il devait s'attendre à être lui-même visité, car pour une raison mystérieuse il semblait obsédé par sa famille. Mon ami avait pris ça à la légère, mais il m'assura qu'il aurait dû écouter. Quelques années après cette conversation, il affirma qu'il se trouvait dans sa chambre, sur le point de s'endormir, lorsqu'il vit une créature ressemblant à un extraterrestre.
Avant même d'avoir le temps de se redresser, il dit qu'il avait littéralement été téléporté dans une pièce et qu'il se retrouvait allongé sur une plaque métallique. Oui, cela ressemble au cliché de l'enlèvement, mais il m'assura que c'était réel. Alors qu'il était étendu, il sentit une incision quelque part sur son corps, je ne me souviens pas précisément de l'endroit, mais il décrivit une douleur atroce. Puis il perdit connaissance et se réveilla le lendemain matin dans son lit, avec une véritable cicatrice sur le corps. Pendant des semaines après cette expérience troublante, il eut constamment la sensation d'être observé et suivi. La nuit, il entendait comme des grésillements statiques qui disparaissaient progressivement. Il affirma avoir été visité plusieurs fois, et chaque fois la peur et l'angoisse revenaient. Pendant qu'il me racontait son histoire, le ciel était parfaitement dégagé, sans bruit ni pollution lumineuse. Il me dit que parfois il levait les yeux et apercevait ce qui ressemblait à un ovni qui se déplaçait lentement. Et lorsqu'il pensait que ces objets remarquaient qu'il les observait, ils s'éloignaient brusquement à une vitesse fulgurante. Au moment même où nous en parlions, il m'invita à regarder en l'air. De mes propres yeux, je vis ce qui ne pouvait être décrit que comme une anomalie dans le ciel, avançant lentement mais selon un mouvement régulier. Quelques secondes plus tard, l'objet sembla accélérer puis disparut. Je reste sceptique, mais il paraissait sincère en me racontant tout cela. Et l'histoire de son père était beaucoup trop précise pour être simplement inventée. Je pense qu'il est égoïste de croire que nous sommes la seule espèce intelligente et ainsi de suite. Voici les histoires de mes rencontres. Tout juste entré dans l'âge à 2 chiffres, alors que je marchais dans les bois près de chez moi, je passais devant un ruisseau. Là, devant moi, une lumière éclatante apparut, suivie de sons étranges, presque mécaniques, mais rythmiques comme un langage. Après cela, je me souviens seulement être de retour dans mon jardin. Cela semblait être un rêve. J'étais à bord d'une sorte d'engin, regardant par d'immenses fenêtres en direction de la Terre. Un autre souvenir, similaire au premier, avait aussi l'allure d'un rêve. Je me retrouvais dans le même engin, contemplant la Terre. Mais cette fois, les fenêtres se prolongeaient dans un couloir arrondi. Je n'ai jamais vu la créature, mais elle me parlait par télépathie. Elle disait, « Tu es le bienvenu ici et tu n'es pas seul. » Ce qui est arrivé la nuit dernière est encore plus troublant. Ma petite amie, un ami qui ne vit pas avec nous, et moi-même avons vécu le même étrange rêve, avec de légères différences que je vais expliquer. Les similitudes entre nos expériences sont les suivantes. Nous avions tous la sensation d'apesanteur, nous nous voyions allongés dans nos lits, endormis, puis nous commencions à nous élever dans le ciel. Une lumière brillante apparaissait et soudain nous sentions le froid du métal sur notre peau. Nous reprenions conscience dans ce qui ressemblait à un aquarium géant, avec d'épaisses parois vitrées et de l'acier tout autour. Nous regardions à travers les vitres et là, nos visions divergeaient. Mon ami ne voyait absolument rien, pas d'étoiles, rien du tout. Ma petite amie voyait un tout autre monde, une autre galaxie peut-être, bien plus vibrante que la nôtre. Quant à moi, je voyais simplement notre grande planète bleue, mais en flammes. Après ces visions, nous entendions tous une voix sans jamais voir celui qui la produisait, aucune source visible, aucun haut-parleur. La voix disait, « Ceci pourrait être votre avenir. » Nous étions ensuite conduits à travers cette structure en forme de bocal. La voix ajoutait, « Ne vous inquiétez pas, vous êtes ici pour une raison. » Puis nous revîmes cette lumière éclatante et nous commençâmes à redescendre vers nos lits. Nous voyions à nouveau nos corps et nous y retombions. C'est à ce moment-là que nos expériences différaient. Mon ami eut une autre vision où il flottait dans une rivière inconnue, sans savoir si cela avait un lien. Ma petite amie se réveilla en sueur, terrifiée et en proie à la paranoïa. Pour ma part, je me réveillais face à une étrange créature qui me regardait. J'ai vécu une expérience avec un être d'une intensité lumineuse incroyable. Sa clarté n'irradiait pas autour de lui comme la lumière d'une lampe, elle s'arrêtait net à la limite de son corps, comme si son contour retenait cette brillance. C'était une lumière semblable à celle du magnésium en train de brûler, blanche et presque insoutenable. J'ai toujours eu une mémoire très précise et une grande capacité d'observation,
Pourtant ce que j'ai vu ce soir-là échappe à toute logique. Il m'a fait croire que mes pensées m'appartenaient alors qu'elles venaient de lui. Quand je l'ai aperçu pour la première fois, une sensation de bien-être m'a envahi. Je n'avais jamais été aussi détendu, aussi à l'aise, comme si le monde entier s'était soudain harmonisé autour de moi. L'être se tenait près de la voiture, la nuit, penché au-dessus du capot, mais sans le toucher, comme s'il en avait peur. Il était de l'autre côté du véhicule, à une douzaine de mètres seulement, et fixait le pare-brise comme s'il voulait voir à travers, ou peut-être simplement contempler son propre reflet. Sa posture n'était pas menaçante, elle semblait même calculée pour ne pas m'effrayer. C'est alors qu'une pensée claire, limpide, s'est imposée dans mon esprit. Elle disait simplement, c'est un gorille blanc. Cette idée m'a semblé pure, naturelle, mais aussitôt après je me suis mis à rire intérieurement. Comment avais-je pu penser une chose aussi absurde ? J'ai étudié la biologie toute ma vie et jamais je n'aurais pu croire sérieusement que j'étais en train de regarder un gorille blanc. C'était illogique, insensé, et pourtant je n'arrivais pas à me détacher de cette pensée. Avec le recul, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas mon idée. C'était lui qui l'avait déposée dans ma tête, pour me manipuler, pour me convaincre que tout allait bien et que je n'avais rien à craindre, comme si la sécurité de ma compagne dépendait de cette croyance. Mais en réalité, rien n'était plus faux. Aujourd'hui j'ai 63 ans et je n'ai raconté cette histoire qu'à quelques personnes. J'ai toujours pensé que si je tombais sur quelqu'un ayant les connaissances et la curiosité nécessaires pour enquêter, il ne me lâcherait plus et voudrait comprendre chaque détail. Mais personne n'a réagi, personne ne s'y est intéressé, comme si ce que j'avais vécu n'avait aucune importance. Après l'incident, une pensée s'est imposée à moi avec une force écrasante, tout va bien. Mais au fond de moi je savais que ce n'était pas vrai. Comment aurais-je pu accepter une telle idée ? Tout n'allait pas bien, ça ne pouvait pas aller bien. Trop de choses ne collaient pas. Plusieurs heures avaient disparu sans explication. 2 semaines plus tard, ma compagne s'était mise à dessiner une tête d'extraterrestre, alors qu'elle n'avait jamais vu la créature. Moi, je n'ai pas dormi pendant 6 mois. Ma vie, ma façon d'affronter les choses, rien n'a jamais été pareil. Il m'a fallu 15 ans pour comprendre que le choix que j'avais cru être le meilleur à ce moment-là était en réalité le pire. C'était si évident que même un enfant de 10 ans, en entendant mon récit, l'aurait vu immédiatement. Alors pourquoi moi je ne pouvais pas le voir ? J'ai cherché pendant des années à trouver une réponse, à reconstituer ce puzzle. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas censé comprendre. On m'avait conduit à accepter un mensonge, sans jamais le remettre en question. Et ce mensonge a façonné une partie de ma vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.